Bienvenue dans les enquêtes du Nouveau Détective. Le Nouveau Détective, premier magazine d'enquête sur les grands faits divers, et Engel présente Hors-série paranormale, la véritable histoire d'Amityville, une enquête d'Axel Vigneux. 14 novembre 1974, 18h18. Au poste de police d'Amityville, le téléphone sonne. Au bout du fil, Joey Hewitt. Un grésillement brouille la ligne, mais en tendant l'oreille, l'officier parvient à décrypter ce que le patron de bistrot raconte. Police de Long Island, j'écoute. Il y a un type qui vient de passer au bar et dit que toute sa famille a été tuée. Ok, vous pouvez décliner votre identité? Où êtes-vous? À Amityville. Je suis Joey Hewitt, le patron du Henry's Bar. Le type dit qu'il s'appelle DeFeo et qu'il habite au 112 Ocean Avenue. Ok, ne bougez pas, on vous envoie une patrouille. Les policiers sautent dans leur véhicule et foncent vers les quartiers huppés de la petite ville côtière située à Long Island, au nord-est de New York. Ce soir-là, un vent glacial balaye la presqu'île. Toute sirène hurlante, ils se garent devant le 112 Ocean Avenue, une belle bâtisse coloniale à la devanture sombre. C'est là que vit la famille DeFeo depuis une dizaine d'années. Sans perdre de temps, ils s'engagent dans l'allée, lampe torche à la main dans l'obscurité tombante. Sous le porche, le patron du bar les attend, le teint anormalement blafard. Il balbutie quelques mots incompréhensibles. De toute évidence, il est sous le choc et semble terrorisé. Quelques secondes plus tard, les policiers pénètrent dans la maison, plongés dans la pénombre. Un silence angoissant et une atmosphère glaciale envahissent les lieux. Au rez-de-chaussée, rien à signaler. Prudemment, les policiers montent au premier, et c'est alors qu'ils découvrent l'horreur. Dans chaque chambre, la mort s'est installée de manière quasi identique. Les 6 cadavres sont couchés sur leurs lits respectifs et les murs sont éclaboussés de sang. Cheveux poisseux, visage figé dans une expression de terreur. Une odeur de chair en putréfaction flotte déjà dans l'air. Les victimes sont vite identifiées. Il s'agit des parents DeFeo et de 4 de leurs enfants, âgés de 9 à 18 ans. Tous ont été abattus dans leur sommeil. Le seul rescapé de la tuerie est le frère aîné de la fratrie, Ronald Jr., 23 ans. C'est lui qui s'est présenté au Henry's Bar pour donner l'alerte. Il est là, prostré dans la cuisine, assis par terre, le regard perdu dans le vague. On l'interroge. À gare, le jeune homme raconte qu'il est parti au travail vers 4 heures du matin et avoir tenté toute la journée de joindre sa famille, en vain. C'est seulement en rentrant, en fin d'après-midi, qu'il aurait découvert le carnage. Étant le seul témoin, la police l'emmène au poste pour qu'il fasse sa déposition. Les enquêteurs lui posent 1000 questions. Et rapidement, son récit se révèle vite totalement incohérent et son attitude intrigue. Ronald Jr. n'a pas l'air triste, pas même particulièrement choqué, mais simplement vidé et terriblement stressé. Il se triture les doigts sans cesse, réclame café après café et se perd dans un discours confus et souvent étrange. Alors les policiers le mettent sous pression et il finit par craquer. Dans un râle de soulagement, il avoue ce que tout le monde pense depuis le début de l'enquête. Oui, c'est lui l'auteur du massacre et il ne tarde pas à raconter en détail les circonstances du drame. Je me suis réveillé à 3h15 du matin. Je m'en souviens parce que j'ai regardé mon réveil. Ensuite, j'ai pris ma carabine 35, celle qui est rangée dans le placard de ma chambre. Je l'ai chargée et je suis allé dans la chambre de mes parents. J'ai pas hésité une seconde. Je les ai abattus d'une balle chacun. Pan, pan. Et après, qu'avez-vous fait? Après, je suis allé dans la chambre de mes frères et sœurs. Je pensais qu'ils avaient été réveillés par les coups de feu. Mais non, ils dormaient. Alors je leur ai tiré dessus, comme ça. Pan, pan. Mais pourquoi vous avez fait ça? J'en sais rien, inspecteur. Moi, je voulais pas ça. Ce sont les voix dans ma tête qui m'ont dit de le faire. Des voix? Comment ça, des voix? Vous pouvez être plus précis? C'est ma petite sœur Dawn. C'est elle qui m'a dit de le faire. Dans ma tête. Vous comprenez? Résultat de cette folie subite, 6 morts.
Mais comment interpréter des explications aussi confuses? Jugé en septembre 1975, Ronald Junior DeFeo est condamné à 6 fois 25 ans de réclusion. 1 siècle et demi au total. Il est incarcéré à la prison de Dannemora. Fin de l'histoire? Loin de là. Au même moment, Cathy et George Lutz, 2 jeunes mariés avec 3 enfants en bas âge, jettent leur dévolu sur la belle bâtisse coloniale d'Amityville, désormais à l'abandon. Ils en font l'acquisition pour 80 000 $. Une affaire en or. L'agent a bel et bien expliqué qu'une tuerie s'était déroulée entre ces murs. Mais les Lutz s'en moquent. On ne rate pas une occasion pareille. Ils emménagent et vont très vite le regretter. Les premiers jours se passent bien. Les enfants jouent à cache-cache dans les couloirs et se courent après dans le jardin. Quel luxe tout cet espace! Kathleen prend possession de sa cuisine où elle dispose ses bocaux d'épices et son vieux crucifix. Mais les heures d'insouciance sont comptées. Une nuit, George se réveille en sursaut. Il perçoit des bruits sourds au rez-de-chaussée, comme si quelqu'un frappait à la porte. Il tend l'oreille, le bruit s'arrête. Son réveil affiche 3h15. La position des aiguilles sur le cadran va s'imprimer dans sa rétine. Car désormais, il se réveillera toutes les nuits à la même heure. 3h15 précisément. Au fil des jours, le père de famille épuisé est assailli de visions et de sensations étranges. Il a l'impression que la température chute parfois brutalement dans la maison. À certains moments, il sent des odeurs écœurantes, notamment dans les toilettes, dont il ne parvient pas à identifier la provenance. Souvent, il entend des bruits de pas. Et puis, il y a ses yeux rouges qui semblent l'observer à travers les carreaux dans la nuit noire. Sa fille Molly les voit également. Malgré la cheminée qui fonctionne en continu, toute la famille est glacée. La maison n'arrive pas à se réchauffer. Et puis, un soir, les choses basculent pour de bon dans l'incompréhensible. Alors qu'elle est allongée sur son lit, Kathleen se sent soudain comme aspirée vers le plafond. La mère de famille décolle du matelas et se retrouve à flotter dans les airs, en lévitation, sans plus le moindre contact physique avec le lit. Cette fois, c'en est trop. Dès le lendemain, la famille totalement paniquée déménage. Elle n'aura tenu que 28 jours au 112 Ocean Avenue. Un écrivain et scénariste américain du nom de Jay Hanson recueille les confidences de George sous le choc de cette effrayante expérience. Il en tire un best-seller qui se vend à 10 millions d'exemplaires. Puis vient le film Amityville, la maison du diable, qui fera trembler la planète entière en s'installant en tête du box-office. Le public est fasciné par cette histoire de maison hantée et par le mystère qui se cache derrière. Le diable aux yeux rouges ronge-t-il vraiment le cerveau de ses occupants? Est-ce à cause de lui que Ronald Junior DeFeo a massacré tous les siens? Le 112 Ocean Avenue existe toujours aujourd'hui. Repeinte en blanc, la bâtisse continue de changer régulièrement de propriétaire. Et heureusement, les phénomènes paranormaux ont cessé. Mais jusqu'à quand? Ronald Junior DeFeo est mort le 12 mars 2021 au centre pénitentiaire de Sullivan, sans avoir jamais recouvré la liberté. Le temps a passé, mais le mystère demeure. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous à notre podcast sur votre plateforme d'écoute et retrouvez tous les mercredis nos enquêtes dans le magazine Le Nouveau Détective. Nos podcasts et nos enquêtes sont également disponibles sur lenouveaudétective.com. Si l'affaire n'a pas encore été jugée ou venait à passer en appel, nous rappelons que les protagonistes bénéficient toujours de la présomption d'innocence. Les noms et prénoms de certains personnages sont susceptibles d'avoir été modifiés.